Hello, hello, Salut les jeunes, ça va? ça va super. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. How are you today? Oko qui demande quand est-ce qu'on repasse à 21h. Jamais, pas. je pense. Pendant le boulot si, annoncé. À le faire, il vaut mieux le faire l'été que l'hiver, mais bon, je sais pas. De toute façon, il fait nuit à 19h maintenant, donc bon. Ouais. J'ai envie de te lire. Est-ce que les habitués sont là ce soir? Il y en a qui disent pourquoi il y a un plombier. Eh, dis donc. Il dit ça pour toi, hein, ça a été au Portugal à Skip. Si on sort le cliché. Bon, on va attaquer avec la petite analyse technique, vite fait, avec un crypto total qui a redépassé d'ailleurs les 2200 milliards. Ça tombe bien, c'est une zone de polarité ici très importante. On arrive un peu sur le haut du canal assez rapidement à 2250, 60, voire 2300. Si on arrive à franchir, on ira dans un premier temps autour de 2450 à 2500 milliards et ensuite on visera très largement les 3000 milliards de l'ATH existant pour ce fameux crypto total, puisqu'on ne l'avait pas franchi au printemps, on s'était arrêté pas très loin, 2700, mais on n'était pas parvenu à faire un nouveau point haut, contrairement au Bitcoin qui avait fait un point haut tout juste au-dessus du précédent. Le crypto total 2 des alts, qui cherche un peu à se retourner aussi, et finalement il est un peu plus dégradé, celui incluant Ether, puisqu'on a eu un Ether qui était lui-même pas mal à la traîne. Donc aujourd'hui on a un BTC qui pousse 4%, un Ether qui pousse 6 et des brouettes. Est-ce que petit à petit, avec plus 2% sur ETH BTC, ça y est, on est en train d'avoir le début de quelque chose, un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, quand on regarde le crypto total qui exclut Ether, eh bien effectivement on est plus haut, on est au-dessus des moyennes mobiles et il faudra franchir la zone des 650 milliards puis des 670 pour espérer pousser un peu plus avec en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, pas mal de gens qui sont au taquet sur les mêmes coins et donc c'est un truc notamment depuis on va dire la vidéo de Stop Mourad qui circule énormément, plus le fait qu'il ait été lui-même mis en avant directement ou indirectement par des gens qui ont fait des analyses de wallet ou des gens qui tout simplement le supportent ou des trucs comme ça. Il y a un peu un point culminant d'attention pour les mêmes coins. Et donc, je me demande si effectivement on est sur ce grand changement de paradigme avec un marché crypto qui ne jurera plus que par les mêmes coins sur ce cycle, ou si on est en train tout simplement de trouver le top pour les mêmes coins avant d'avoir une rotation vers des trucs un peu plus solides. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais personnellement, je serais plutôt partisan de dire que peut-être que les mêmes coins vont continuer d'avoir un bon cycle, mais il y a quand même un moment où on revient aux fondamentaux. Et à ce jour, je ne pense pas que BlackRock conseille à leurs clients d'aller sur PP ou Mémé, par exemple. Donc voilà. Alors moi, ce que je veux dire sur le sujet, déjà, quel plaisir de vous revoir. Ça fait quelques semaines que je n'étais pas passé sur votre live et c'est toujours un plaisir de revoir un peu la communauté. Alors sur les meme coins, j'ai envie de vous faire un peu un historique du meme coin puisque ça n'a rien de nouveau. C'est un peu le truc dont on parle dans ce cycle, mais des actifs sans fondamentaux, il y en a toujours eu dans la crypto. Est-ce que le Litecoin serait le premier meme coin? Puisque Litecoin, on vous rappelle, c'est 2011, c'est le premier altcoin, donc c'était il y a presque 15 ans maintenant, avec cette idée de Bitcoin c'est de l'or, le Litecoin c'est de l'argent, avec un Bitcoin qui va 4 fois plus vite parce qu'il y a un bloc toutes les 2,5 minutes au lieu des 10 minutes, etc., etc. Ensuite, on a eu le Dogecoin qui a été le vrai, cette fois-ci, meme coin qui a pris de l'ampleur et qui existe encore aujourd'hui. On a eu le Shiba Inu, le cycle précédent. On en a eu beaucoup aussi dans le cycle des altcoins de 2014 qui sont devenus inconnus, mais il y avait beaucoup de forks de Bitcoin à vocation même. Donc on avait le PP Coin déjà à l'époque, hein, on avait les PP Cards sur Counterparty pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent, mais on avait aussi le Kepad Coin, etc. On en a eu beaucoup dans cette période-là. Et en fait, c'est toujours cyclique. Il y a toujours eu un aspect dans les cryptos un peu casino.
où il y a eu on va faire un nouveau Bitcoin, et ça a été la vague des altcoins entre guillemets sérieuses, ou alors on va juste faire des trucs pour rigoler, de la spéculation, parce que de toute façon, les cryptos, c'est pas si sérieux et on s'en fiche d'avoir des fondamentaux tant qu'on peut spéculer. Je pense que tout marché financier a besoin de cette soupape de spéculation pure, que dans le cycle précédent, c'était des NFT, où il y avait de la qualité, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient moins qualitatives. Dans le cycle d'avant, c'était les ICO, où il y avait de la qualité, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient moins qualitatives. Dans ce cycle-là, qui s'est professionnalisé, qui est plus compliqué, où la qualité est souvent toute la capture de valeur de la qualité est prise dans les marchés privés par des VC, par des investisseurs, où on arrive sur des lancements de coins, et ça on vous l'a dit souvent dans l'émission, à des valorisations qui ne sont pas tenables, des choses comme Starknet 11 milliards qui monte et qui est listé 11 milliards en levée de fonds, qui est listé à 20 milliards et puis qui perd 90% de sa valeur, des Etena, ce genre de projets-là, qui sont intéressants en soi, mais qui, quand on regarde les 18 derniers mois, les listings sur Binance, ils sont tous dans le négatif. Personne n'a gagné de l'argent en achetant un coin au listing sur Binance sur les 18 derniers mois. Il y a peut-être une exception, mais je ne la connais pas. On se dit, bon, bah, puisque les VC, les investisseurs ont capturé toute la valeur qui se crée en marché privé, eh ben, je vais aller dans les spéculations pures parce qu'au moins, tout le monde a sa chance. Et je pense qu'on est dans cette soupape de sécurité et que le même coin, c'est le NFT du cycle précédent, c'est les ICO du cycle précédent, c'est les Bitcoin altcoins du cycle encore précédent et c'est le Litecoin du cycle encore précédent. En tout cas, c'est mon analyse. Moi, je te rejoins là-dessus. La seule chose qui est aussi qui est un peu plus difficile, c'est que quand tu vois, tu as cité Litecoin, tu as cité bon, les ICO, il y avait pas mal de monde, mais disons, j'ai envie de dire, il y avait moins de choix. Là, on dirait qu'il y a beaucoup de choix. On a déjà quand même quelques coins qui sortent du lot, entre guillemets, et qui pourraient quand même continuer leur route. Tu as cité PP, CM, mais ça, c'est des trucs du cycle précédent. De ces cycles-là, il n'y a pas de Maincoin qui a survécu. Enfin, je ne sais pas. Ah non, je parle sur ce cycle, justement. Non, le principe de tous ces mêmes coins et de ces shitcoins, c'est de ne pas survivre. Mais je disais que justement, on a déjà peut-être les players de ce cycle avec les PP, les Dog We Fat, les choses comme ça. Et je ne citerai pas Tao parce qu'effectivement, il y en a que je sais qui sont sensibles sur le chat. Oui, ça, j'ai vu les commentaires YouTube. Je n'avais pas eu le temps de voir l'émission. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur Tao? Vous êtes sensible? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des investisseurs, donc on va pas les malmener. Et puis, j'ai pas assez bossé le truc pour critiquer plus en avant. Donc, je vous laisse le bénéfice d'y croire et le bénéfice du doute. En tout cas, il n'y a aucun souci. Moi, je pense que très clairement, pour avoir croisé ces gens, quand je suis passé en conférence à Dubaï, quand j'ai croisé en conférence un peu cette clique, parce que si j'utilise le mot clique, c'est en réponse aussi à Ozymandias da Sensei dans le chat, qui dit les mêmes coins, c'est un conglomérat d'influx qui vous donne pas la gueule, c'est sacré changement de paradigme. C'est vrai que quand on fait des analyses on-chain, il y a très peu de gagnants sur les mêmes coins. 0,1% des adresses gagnent de l'argent. Et c'est toujours le même conglomérat de quelques dizaines d'adresses qui viennent à peu près des mêmes endroits. Moi, ça fait longtemps que je vous le dis dans l'émission. Hein, ça a été industrialisé. Il y a une demi-douzaine de personnes à Dubaï et une demi-douzaine de personnes à Porto Rico et le reste peut-être qui traînent aux alentours de Singapour. Et ils sont là faire de manière industrielle. Et eux, ils achètent, ils ont des bots, ils achètent dans le premier bloc et ils vous donnent sur la gueule immédiatement. Et aujourd'hui, c'est une industrie totale. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de gagner au loto que de vous faire de l'argent sur les mêmes coins. Enfin, malheureusement, c'est une réalité, quoi. C'est ça, c'est que peut-être que les vainqueurs sont déjà connus. En tout cas, c'est pas forcément effectivement simple. Sinon, on vous les aurait déjà donnés entre guillemets. Et nous-mêmes, des fois, on les voit passer et puis on n'y croit pas. Et puis finalement, il se trouve que c'est les bons qui finissent par partir. En tout cas, effectivement, dans ce cycle-là, il y aura encore de la monnaie qui va partir dans ces narratifs-là. Il y aura beaucoup de perdants, une majorité de perdants, quelques gagnants. On espère juste que vous ferez partie, pour ceux qui jouent à ce jeu, que vous ferez partie des gagnants à la fin, quoi.
En tout Exactement. cas, par rapport à la phase de marché, ben, du coup, ça peut laisser se poser la question de là où nous nous en trouvons par rapport au cycle en particulier. Mais la bonne nouvelle à court terme, c'est que ben, de nouveau, on se redirige vers cette zone extrêmement polarisante des 65 000 $ à plus ou moins 1 000 $. Mais c'est vraiment, on a une belle zone, une belle ligne ici autour de 65. Et je crois qu'on en avait parlé pas mal de fois précédemment, où voilà, tous les corps de bougies où les mèches sont pas mal polarisées autour de 65 000. Donc, un début de semaine qui est loin d'être anecdotique, puisque sur la seconde quinzaine d'octobre, ça serait peut-être le moment ou jamais de garder la réputation d'octobre, justement, avec un mois qui est censé être parmi les meilleurs Le mois de l'année. Ça October. nous, ouais, Mhm. et ça nous conduit à 3 semaines près vers l'élection aussi du nouveau président des États-Unis, qui, selon Polymarket, a l'air de plus en plus de recueillir des suffrages en faveur de Donald Trump. Là aussi, on n'ira pas faire de politique, mais actuellement, on a quand même un projet qui sort demain avec sa levée de fonds qui s'appelle World Finance, je sais pas quoi d'ailleurs, je connais même pas le nom. J'ai vu World l'acronyme. Liberty Finance. Voilà, World c'est ça. Liberty Finance. Ils vont refaire la DeFi à l'image de l'Amérique. Et donc, bon, ça arrive à Bon, un c'est un moment marché clé. AV hein, quand même. Hein. Oui, espérons du coup Ils qu'ils ne réinventent nous pas la fassent roue. pas Hein. un truc bizarre, qu'il n'y ait pas un Il se vieux trouve rug que des familles. c'est C'est... moi qui implémente le marché. Hein. Si ça rug, Voilà. Bon, on j'espère saura pas. chez qui toquer alors. Après, j'ai pas les droits admin, mais c'est moi qui déploie. Et donc, ouais, levée de fonds de 300 millions, valorisé à 1,5 milliard d'après les derniers chiffres. On a 60 et quelques % pour la communauté, je crois. Ça a été salué positivement. Beaucoup de tokens quand même disponibles, donc plutôt cool. Et puis ensuite, voilà, personnellement, je ne vais pas aller investir sur ça. En plus, il faut faire un KYC immédiatement. Enfin, à investir dans la DeFi, je pense que voilà, on sait déjà à peu près dans quoi on investit et depuis belle lurette, mais c'est clairement pas un truc auquel j'ai envie d'aller me frotter immédiatement. Et d'autant plus que on ne sait pas justement comment le vent va tourner d'un point de vue politique. Donc, certainement que ce qui est en train là d'être pricé au niveau du BTC et pas que, c'est à la fois le range de 7-8 mois qui est complètement mûr à point. Je ne sais même pas comment ça a tenu autant de temps pour toujours pas partir dans un sens ou dans l'autre. Et on a en plus cette deadline avec nouveau président des États-Unis et très certainement que le marché crypto est en train de pricer à la fois la détente monétaire qu'on a vue récemment, mais surtout l'arrivée d'un président qui, en tout cas en apparence, sur ses promesses électorales et des faits tangibles du lancement de son propre projet crypto. Et d'ailleurs, il n'en est pas à son coup d'essai, hein, pour le coup, Donald Trump. Mais voilà, on a quand même un momentum qui est peut-être plutôt positif pour la cryptosphère, mais ça reste aussi un personnage politique. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs par rapport à tout ça. Après, moi, je peux dire un peu mon avis d'insider, entre guillemets. En gros, Trump, sa manière de travailler, c'est qu'il met son nom sur les choses. Mais Trump, il a tout fait. Hein. Il a fait des serviettes de bain, il a fait des hôtels, il a fait du golf, des balles de golf, des steaks, etc. Trump, il met son nom, il met son image sur les choses et il en fait la promo. Mais c'est pas vraiment lui qui fait ces boîtes-là, généralement. Et aujourd'hui, je travaille avec l'équipe de Trump, mais par exemple, je ne travaille pas directement avec Donald Trump. Mais ces équipes, aujourd'hui, eux, ils ont à cœur de faire un projet à peu près bien fait et dans la vision de la finance décentralisée. Et c'est pour ça qu'au lieu de faire un fork vite fait, mal fait, qui aurait été vraiment un cash grab, et je pense qu'ils auraient pu le faire parce que Trump a énormément de soutien, ils ont eu à cœur de s'entourer d'acteurs de l'écosystème. Donc, ils ont en advisor, par exemple, la fondatrice de le layer de Scroll, Sandy. Ils ont le fondateur et le CEO du projet Dolomite, qui est aussi sur du lending. Ils travaillent avec les services providers de l'AVDAO
et ils fournissent une partie de leur token supply à la VDAO et une partie de leur revenu à la VDAO parce qu'ils essayent de bien faire les choses. Après, est-ce que ça va être un succès ou pas? Ça, on verra. C'est le marché qui décidera. Mais pour l'instant, c'est une équipe qui veut créer un projet réellement DeFi. Et en fait, leur vision à eux, ça, je peux le comprendre, c'est que Trump, c'est quelqu'un qui a été victime directe de l'establishment financier. C'est quelqu'un à qui on a fermé des comptes en banque, à qui on a refusé des crédits pour ses opinions politiques. Je ne suis pas là en train de défendre les opinions politiques de qui que ce soit, hein, ou vous dire qui voter, mais ça l'a rendu, en tant que personne, très sensible à la finance décentralisée parce qu'il sait ce que c'est que la centralisation quand on est, entre guillemets, du mauvais côté de l'établissement. Donc, ça a été un peu un déclencheur pour lui là-dessus. Et cet après-midi, j'étais dans un space là sur Twitter. Il y avait Stani, il y avait le fils de Donald Trump Junior, qui a le même nom d'ailleurs. Et purée, ça y allait fort, hein, en mode oui, on reconnaît le Bitcoin, on est au taquet sur les cryptos, on veut faire d'un monde financier, comme tu dis, plus décentralisé. Alors ça reste un discours super américain. Et d'ailleurs, il y a tellement pas de pincettes qui sont prises pour des gens qui ont des millions, dizaines de millions, centaines de millions de followers. Les mecs, tu ferais ça en France, demain, tu as l'AMF, le GIGN et tout le monde qui vient te toquer à la porte, tu vois. Mais eux, là-bas, c'est tellement décomplexé, c'est un délire. Les États-Unis ont une culture de la liberté d'expression. Et ça, on peut reprocher beaucoup de choses aux États-Unis, notamment moi, mais on ne peut pas leur reprocher le fait qu'on est libre de s'exprimer là-bas. Et donc, c'est tout à fait normal qu'en Space, il lâche des trucs qui pourraient nous sembler choquants, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que cette liberté, ça peut choquer certaines personnes. Mais c'est vrai que le fils Trump, lui, par contre, est beaucoup plus impliqué dans le projet. Il est beaucoup plus proche du projet. Et voilà. Donc, lui, il est assez intéressé par la DeFi. Hein. Et c'est quelqu'un qui utilise, je ne vais pas non plus donner les adresses, etc., mais c'est quelqu'un qui utilise activement AV déjà. En tout cas, ça va être intéressant à observer pour voir la réaction du grand public. Et je pense que malgré tout, qu'on parle de ce projet en particulier ou de la crypto au sens large du terme, ça permet justement à des gens aux États-Unis qui peut-être n'en avaient jamais entendu parler de petit à petit s'y intéresser. Et ça fait aussi la part belle à BlackRock qui très certainement pousse derrière très fort pour que quiconque ait un petit pourcentage de fonds à allouer dans l'ETF Bitcoin. Et d'ailleurs, en parlant d'ETF Bitcoin, c'est vrai que sur ce cycle, au-delà des meme coins qui en ce moment récoltent un peu les lauriers, on a un Ether qui a été pas mal en retard et qui, à court terme, est malgré tout en train de peut-être enfin poser les bases pour se relever avec un point charnière ici à 2005 qui pour l'instant a été repris et ensuite on a le vrai gros point pivot qui est parfaitement matérialisé avec les deux moyennes mobiles qui passent en son centre autour de 2850, 60, enfin bref, entre 2008 et 2009. Donc on a un Ether qui est toujours un peu en retard, qui face à Bitcoin a connu un bear market à retardement où finalement, jusque ici, début 2024, on était encore haut perché à 0,06 sur le ratio. Donc, un ratio qui n'avait perdu que, je vais vous le mesurer, c'était pas énorme entre le moment où on a trouvé le top ici, décembre 2021, et si on prend le point ici, on était à moins 31. Et à partir du moment où finalement le BTC a énormément performé sur le début 2024, on est passé d'un moins 31 au niveau du ratio à un moins 57. Et ça a fait clairement la différence avec un Ether qui finalement n'a quasi rien donné jusqu'ici et qui pour l'instant justement essaie de se poser, de poser les choses qui, d'un point de vue technique et chartiste, réalise quasiment une tasséance biblique par rapport à ceux qui font un peu d'analyse technique et qui, d'un point de vue
là aussi, objectif technique pur et dur, au-delà de la spéculation ou des attraits des personnes qui vont vous dire oui, Ether ira à tel prix ou tel prix, pour donner des chiffres au pif. On essaie toujours de se baser sur des ratios à peu près mathématiques qui ont fait leurs preuves par le passé sans pouvoir totalement prédire un prix non plus. Mais on avait un ATH qui se trouve aujourd'hui à 4 964. L'arrêt suivant se trouverait autour de 7 500 $ et l'arrêt encore d'après juste au-dessus de 10 000 $, sachant qu'on a fait un point bas autour de 900 $ pour Ether et qu'au cycle précédent, entre son point bas et son point haut, il avait fait un x60. Donc là, sur ce cycle, si ne serait-ce qu'on fait 1000 à 5000 $ par exemple, l'ancienne ATH, ça fait un x5. Si on fait jusqu'à 10 000 $, bien, ça fera à peu près un x10, ce qui, par rapport au fait aussi que Ether à ce jour est plus jeune que BTC, est de l'ordre du possible, très largement, en même temps que Bitcoin irait quelque part autour de 100, 120 000 $. C'est des targets moyennes qui font à peu près consensus pour ce bull run. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot par rapport à tout ça, mais on a une belle consolidation au final pour un Ether qui a connu un sentiment sur les réseaux sociaux atroce ces derniers mois, ces derniers trimestres. Et j'ai la sensation que tous ceux qui ont converti à la hâte leur précieux Ether récemment contre des mêmes coins, justement, vont peut-être plus tard s'en mordre un peu les doigts. Bon, moi, en tout cas, en ce qui concerne Ether, bon, l'action de prix est vraiment pas ouf, effectivement. A priori, l'ETF prend pas non plus folie. Il n'y a pas beaucoup de volume dessus. Mais je reste quand même positif parce que je rappelle quand même que l'Ether est le premier collatéral en finance décentralisée. On a parlé de finance décentralisée avec Trump juste avant, n'en déplaise. On ne parlait pas de politique, mais on parlait de projets et d'actualités DeFi. Au bout du compte, il y a quand même de grandes chances que si on a un bull run, on revoit des comportements de leverage et en finance décentralisée, la plupart du temps, ça se passe avec des collatérales en Ether. Donc, on aura une action de prix d'Ether qui sera dans le même sens que le marché. Alors après, je vois tes targets à dire si on s'arrêtera à 5 000, à 7 500 ou à 10 000 ou à 15 000. Ça, on ne peut pas le dire, mais à mon avis, effectivement, ta séance est quand même assez jolie pour qu'on ait envie de se poser, prendre un petit café et regarder ce qui va se passer. Attendez la fin de l'élection, comme il a été dit dans le chat. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en attente, mises en suspens là-dessus. Carius Ponus, exactement, qui a dit ça. Pour moi, rien n'a changé, ça fait des mois que je vous le dis, parce que mon opinion, les faits n'ont pas fait évoluer mon opinion sur cette question-là. Il y a deux salles, deux ambiances. Il y a une Kamala qui est pas très pro-crypto quand même, faut pas, voilà. Et il y a un autre acteur qui construit sur AV. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'il y en a un bien et un moins bien. Certains sauteront sur les conclusions politiques qu'ils ont envie de sauter, mais c'est pas le but de l'émission. Franchement, faites ce que vous voulez avec vos opinions. Mais je pense que l'un des deux résultats à l'élection aura un effet plus fort sur... Les deux auront un effet fort sur la crypto, mais dans des directionnalités bien opposées. Et je pense que le marché est dans l'expectative de ça. Les élections, c'est dans 3 semaines. Selon le résultat, on aura une réaction forte du marché, dans un sens comme dans l'autre. Et je suis convaincu que ce sera dans un sens comme dans l'autre. Et que ça ne pourra être plus clair que ce qui va arriver. Ouais, on aura droit à la God Candle, à mon avis, qu'elle soit rouge ou verte. Mais à mon avis, le marché ne restera pas dans ce range infini qu'on a depuis des mois et qui, comme à son habitude, précède un mouvement explosif. Parce que tu l'as dit toi-même, Sam, tout à l'heure, vraiment une consolidation de 7 mois comme ça finit en règle générale par une grosse bougie. On ne sait pas dans quel sens pour l'instant, mais en tout cas, à mon avis, on ne fera pas dans la demi-mesure. Oui, c'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité aussi rétroactive un peu que malheureusement l'inflation reparte du côté des États-Unis et que le SP500 qui continue d'enchaîner point haut sur point haut nous conduise un peu à la ruine, mais plutôt dans 6 mois ou 9 mois, quelque chose dans ces eaux-là. Et finalement, en fait, on a une fenêtre de tir qui est remarquable maintenant
parce que je regardais un peu les newsletters ou les trucs comme ça de Goldman Sachs et toutes les grosses banques américaines. Il y a beaucoup de targets pour la fin d'année 2024 à 6000 points, par exemple, pour le SP500, ce qui est vraiment pas si loin de là où nous nous trouvons, mais ça veut dire qu'ils pensent que autour de l'élection, on va continuer d'avoir un marché US qui continue de tirer vers le nord. Et en fait, je pense que il existe quand même un monde où l'inflation vient à rebondir à cheval sur le premier semestre 2025. Et là, ça commencerait un peu à se gâter. Après, la Fed a déjà pivoté, a entamé le 0,50 sur la première baisse de taux. Donc, eux, ils n'ont plus qu'à ajuster face à tout ça. 0,25 par-ci, 0,25 par-là. Si ça part trop en couille, de nouveau un 0,50. Je pense qu'ils ont toutes les cartes en main aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que. Mais voilà, l'inflation reste le principal ennemi pour eux. Et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller énormément pour la suite. Et qui finalement, si ça continue tel que ça a l'air de se passer, on pourrait avoir un vrai shoot multimarché autour de l'été, peut-être automne 2025 ou maximum début 2026. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, au vu de comment sont haut perchés les marchés, on va se prendre un taquet dans les 12 à 18 prochains mois. Et voilà, j'espère que ça se fera plus tard que trop tôt, parce que nous, il faut qu'on ait le temps de dérouler nos 6 mois de bull run, mais c'est quelque chose qui risque d'arriver. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est très bien matérialisé par le dollar qui reste fort pour l'instant. On vient chercher la moyenne mobile 200, on rebondit. On n'a pas un dollar ou des taux, quand on regarde tous les taux, ils sont de nouveau à plus de 4%, quasi 4,5% pour le 20 ans. Voilà, ça, c'est pas des trucs qu'on a envie de voir là immédiatement pour assurer la continuité d'un cycle haussier sur les actifs à risque. Le marché américain est plutôt en mode, les supersets portent, Nvidia et tout ce qui va bien, machin, ça pousse du côté des US. Mais on a un autre son de cloche qui nous dit qu'on ne cherche pas pour autant le risque. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure, justement, on est soit en retard, ça c'est sûr pour le marché crypto par rapport au SP500, mais à quel moment ça peut être un frein dans la montée, justement, qui se prépare, comme tu l'as dit, au bout de 7 mois de consolidation. Donc, espérons on aura une belle fin d'année, un beau début d'année 2025. Mais pour moi, il y a un truc qui cloche depuis bien trop longtemps sur le marché US. Et peut-être que la finalité, c'est ce truc où la Chine a fait des stocks de gold de monstres, la Russie a fait des stocks de gold de monstres, l'Iran et tout ce qui va bien là-bas pareil, et qu'il se prépare à de plus en plus de conflits tels qu'on peut aujourd'hui assurément l'observer. Et quand on voit que Taïwan aussi, ça commence à chauffer et tout ça, on ne peut pas complètement anticiper un signe noir de marché, mais il y a quand même des signaux avant-coureurs que, d'un point de vue géopolitique, en ce moment, c'est pas la folie quand même. Donc voilà, c'est mon petit frein, mon petit garde-fou qui me dit que lorsqu'on atteindra nos objectifs de 100 et quelques mille sur Bitcoin, de entre 5, 6, 7, 8, 10 000 dollars sur Ether, je pense pas qu'il faudra jouer au fou sur ce cycle à vouloir attendre des targets complètement farfelus. Et peut-être que je sortirai trop tôt, comme d'habitude, mais je sortirai gagnant. Et je pense que c'est ce qui comptera. Voilà. Ouais, le fameux monsieur vend trop tôt, mais t'as pas tort. Surtout qu'on l'a vu ces derniers temps à chaque fois sur des nouvelles macros. On a pu le voir notamment quand la première fois que l'Iran a tiré sur Israël, par exemple. On a vu que les marchés avaient réagi très très rapidement et de façon entre le marché crypto, dont je parle en tout cas, mais très rapidement et très dans le rouge. Et effectivement, ce genre de nouvelles macros peut impacter, voire même terminer un bull run, ça se trouve très très rapidement, beaucoup plus qu'une mort un peu lente comme on arrive à voir des fois qui dure quand même plusieurs mois. Bon, ça descend, fait des plus hauts de plus en plus bas, etc. Mais on peut avoir quand même des bougies qui soient dantesques sur des black swan, des vraiment mauvaises nouvelles. Donc effectivement, peut-être qu'il ne faudra pas trop jouer au fifou. Ouais, sinon après, overall,
comme on avait dit l'autre fois, voilà, c'est notre boule, hein. Il n'y a pas de raison de privilégier un scénario baissier à court terme, mis à part justement qu'il y a un truc imprédictible qui nous tombe sur le coin du pif. Mais c'est vrai que bon, on espère tous, bien entendu, que ça va partir un peu plus fort vers le nord et qu'on enclenchera donc le fameux bull run pour peut-être les 6 mois à venir, avec une target date to date qui devrait atterrir plutôt, si on s'en fie au cycle passé, à l'automne 2025. Donc on serait sur un cycle d'1 an. Je pense que ça ne se fera pas parce qu'on est parti beaucoup trop vite sur le début 2024. Et donc pour moi, ça se terminerait plutôt au printemps 2025. Mais après, voilà, ça reste que du ressenti et certainement que je me trompe. Voilà. Je sais pas si, comme Marc aussi, tu voulais faire le tuto pour le safe. Je sais pas si on parle encore d'un ou de petits sujets avant d'entamer le tuto. C'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, je pense que dans l'émission, ce sera séparé, hein, ma démo. Oui. C'est-à-dire, on fera le récap du live où on discute, et puis la partie où je fais le tuto et je vous montre les trucs, ce sera une vidéo à part. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Donc, on peut faire un live normal, et puis à la fin, j'enchaîne sur le tuto, hein, comme vous voulez. Ok, ça marche. C'est juste pour après, pas faire 2 heures d'affilée et que tout le monde soit KO. Il y a Keza qui me demande si on connaît BRHN. Ouais, on connaît BRHN, mais pour l'instant, c'est du testnet. Moi, ça me fait énormément penser au cycle précédent. Je ne sais pas si certains vous s'en rappellent de Canto. Manu, tu te rappelles de Canto? Ouais. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire, on va faire notre propre L1, mais qui n'est pas un L2, mais qui est quand même Ethereum. Et on va faire les mêmes applications, mais on va juste les forquer. Et s'il y a de la liquidité, on donnera les sous aux développeurs, etc. CM, je t'invite à mettre le chart de Canto pour voir comment ce genre de choses fonctionne généralement. Ça s'écrit comment? En tout cas, il paraît qu'ils dépensent bien leur argent. Canto, c'est C-A-N-T-O. Ouais, C-A-N-T-O. Et ouais, BRHN fait des gros stuff avec l'argent de sa levée. C'est ça. Et on n'arrive pas. Ils sont même pas listés sur ton chart? J'ai pas l'impression. Mets-le peut-être en crypto, juste la crypto. Attends, je te le trouve. Si on a contre le Tether sur CoinEx. Ou alors USD crypto.com. Crypto.com si tu veux. Voilà. Oui. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense de BRHN, les copains. Merci. Hein. Mais est-ce que vous êtes vraiment capable d'investir dans un truc avec le mot bear dedans? Parce qu'il faut quand même être sacrément burné, quoi. Bref. Quand c'est une région dans Pokémon, c'est une région du jeu. Ça fait pas rêver. Hein. Peut-être que j'ai tort, hein, mais je suis allé voir et en fait, c'est un EVM layer dans Cosmos, mais qui reprend les consensus et les execution clients de Ethereum. Et c'est exactement le même truc qu'on nous a sorti avec Canto, quoi. Mais exactement pareil. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Il y a une espèce de secte autour. Ils font des mèmes, ils disent machin et tout. Et peut-être que c'est l'erreur de ma vie, hein, mais on me disait exactement la même chose pour Canto. On me disait, c'est l'erreur de ma vie, t'es trop bête, Canto, c'est le futur. Ça bosse encore, par exemple, parce que l'action de prix d'un token, c'est une chose, mais il y a encore une team ou ça a gentiment rug? Je sais pas. Vu la tronche du token, ça a peut-être gentiment rug. Le mec qui faisait ça, Scott, c'était pas un scammer. Hein. C'était un mec non, qui mais des fois, ça marche. Ethereum. Je sais pas. Voilà. Après, sincèrement, en tout cas pour ce qui concerne les L1, etc., moi, je trouve ça assez bearish en règle générale, parce que quand on voit, par exemple, ce que propose Optimism avec les OP Stack, etc., est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui besoin de toute une nouvelle infrastructure alors qu'on peut déjà construire sur des choses existantes, qu'on fait leurs preuves, alors qu'ils sont certes pas aussi décentralisés qu'on le voudrait, mais quand on fait un nouveau L1, il est clairement pas décentralisé. Donc, est-ce que ça vaut pas plus le coup au final de monter là-dessus? En tout cas, quand vous regardez que Coinbase a monté Base sur un OP Stack, au final, il n'y a pas photo. Coinbase, ce n'est pas les perdreaux de l'année. Ils ne se sont pas dit, tiens, on va faire la Coinbase Chain et la construire from scratch, quoi. Ils sont allés sur un truc qui était déjà éprouvé et ils ont leur propre blockchain, mais ils n'ont pas eu besoin en fait de réinventer la roue et la techno qu'elle est avec, quoi. Donc, ça me paraît aujourd'hui un petit peu
peut-être présomptueux de dire qu'on va, même si on a beaucoup de DPS, etc., bon, parce que c'est assez, je pense plus. Bref. Et bon, bah voilà, on vous laisse faire vos décisions d'investissement. Il y en a qui disent oui, ça va mal finir, mais il y a des sous à se faire. Ouais, mais bon, autant aller sur des memcoins à ce niveau-là. Je pense que tu auras plus de volatilité sur un memcoin et tu auras le même résultat à la fin. Donc, quitte à faire moins 99%, autant tenter le x10 000. Hein. Et ce qu'a annoncé Uniswap, la Unichain, vous en avez pensé quoi? Même chose. À quoi ça sert à rien, non? Franchement, Uniswap, c'est la même clique de VC américain. Alors, pas que Berachain, mais c'est toujours les mêmes. Ils font tout sauf faire des protocoles qui font de l'argent. Uniswap, ils pourraient activer leurs fees. Là, on n'en parle plus. Hein. Bizarrement, la DAO devait activer les fees pour le protocole et le staking du token n'importe quel jour, du jour au lendemain. Ils avaient fait une proposition, c'était pas passé, mais t'inquiète pas, promis, ça passera la prochaine fois. Ils n'en parlent plus. Ils n'en ont même pas discuté de la Unichain dans le forum, c'est-à-dire que leur DAO, ils en ont rien à foutre. Le token, il sert à rien. Je sais pas. Et surtout, je ne vois pas l'intérêt, parce que Uniswap, l'intérêt, et c'est ce qu'avait dit Vitalik là-dessus il y a 2 ans, ils ont ressorti le tweet de Vitalik, et moi je suis assez d'accord, c'est que l'intérêt d'Uniswap, c'est qu'il y ait Uniswap sur toutes les chaînes, et qu'il chope des frais et qui fonctionne sur toutes les chaînes. Qui va aller sur une chaîne où il n'y a que Uniswap? Je ne sais pas. Parce que le principe d'être sur une chaîne, et le principe d'Uniswap, c'est de swapper des tokens. Or, si tu es sur la chaîne d'Uniswap, tu vas avoir quoi? Des tokens que tu as déjà sur Ethereum, ce que tu as déjà sur d'autres Layer 2. Et j'arrive pas. Ça fait quand c'est un protocole comme DYDX qu'il fait, on peut comprendre un peu l'idée, puisque peut-être qu'ils n'ont pas besoin effectivement d'être partout, peut-être qu'au final d'être à un seul endroit sur leur propre chaîne, c'est beaucoup plus simple pour eux de gérer, etc. Ouais, c'est du streaming pur, DYDX. Est-ce que ça a vraiment l'intérêt de tout centraliser sur une même chaîne? Pas sûr. Et s'il faut, en plus, j'ai pas trop encore étudié la question parce que ça date que d'hier ou d'avant-hier et j'ai pas eu le temps ce week-end. Mais en tout cas, est-ce que ça a vraiment un intérêt de centraliser ça? Et ça veut dire quoi? Après, tes tokens, il faut les bridger d'un endroit à l'autre, etc. C'est ça. Il faut aller les bridger pour les swapper sur Unichain. Ouais, ça fragmente encore plus la liquidité. C'est pas. Tu vois, nous, ce qu'on attend dans l'absolu, c'est de la chain abstraction, c'est ce genre de narratif qu'on attend. C'est pas spécial. Alors après, peut-être qu'il y a ça derrière. J'ai pas encore assez creusé le sujet, mais si c'est vraiment envoyer ces tokens pour les swapper sur une chaîne, etc., et fragmenter un peu plus la liquidité qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon. Bref, moi je suis pas motivé. Vas-y. Salut tout le monde. En gros, c'est Uniswap. Uniswap, il bosse déjà avec Acros pour regrouper la liquidité des différents layers 2. Et il y a l'ERC 7683, si je me souviens bien, qui est en train d'avancer dans cette direction. Mais bon, après, dans le fond, je reste d'accord avec vous. Uniswap, ils créent leur propre blockchain, surtout dans le but de faire du pognon dans le fond, parce que faire tourner, prendre du pognon à Ethereum. C'est-à-dire que Uniswap, c'était les chouchous d'Ethereum Foundation. Uniswap s'est créé sur une grande de $100 000 de l'Ethereum Foundation à l'époque. Tout le monde a oublié, mais c'est comme ça que ça a commencé l'aventure Uniswap. Et Uniswap contribue à 1/3 du gaz payé sur Ethereum. Je peux te dire que leur projet de IP, ils vont se la foutre au cul. Hein. Les fondateurs d'Ethereum et les core développeurs, ils vont dire ah ouais, tu te barres et en plus tu prends 1/3 du gaz, mais tu prends ton EIP, tu la donnes, je pense. Après, voilà, dans le fond, ouais, c'est totalement ça en fait. Faire tourner un layer 2, c'est un business qui est très rentable. Et tu l'as dit, Marc, vu qu'Uniswap fait dépenser beaucoup de frais de gaz, ils savent qu'ils peuvent tirer un montant absolument monstrueux d'argent qui soit dirigé directement vers Uniswap Labs et pas ailleurs. Donc, sachant que déjà ils volent. Non, faut pas dire vol. C'est un mauvais mot. Je m'excuse sur l'utilisation de ce mot.
Mais aujourd'hui, lorsqu'on swap sur l'interface uniswap.org, l'argent ne va pas aux gens qui ont du token Uni, il va à Uniswap Lab. Et ça représente des sommes qui sont très très importantes, hein, plusieurs de dizaines de millions par an. J'ai plus le chiffre exact en tête. Mais Ouais, on c'est est sur la dernière fois que j'ai regardé, c'était plus d'1 million par mois. Plus de 50 millions. Voilà. Ouais, 50 millions. Donc c'est énorme en termes d'argent. Si vous avez du Uni token, asseyez-vous dessus. Hein. Vous ne verrez pas $1 là-dessus. Et maintenant, les VC passent déjà, ils ont vendu le token, parce qu'en vrai, ils ont vendu le token aux gens. Ils ont la liquidité, ils ont été vestés, ils peuvent dumper le token sur la gueule des gens. En plus, ils gardent les profits de l'application et du front-end pour eux-mêmes. Et en plus, maintenant, ils vont lancer leur chain et ils vont garder le gaz des transactions pour eux-mêmes. Mais au bout d'un moment, enfin, moi, il y a des appels à la violence qui sont justifiés. Hein. Bon, on n'oublie pas qu'ils nous ont quand même développé des PlayStation 5 à l'époque. Hein. Ils ont lancé mais bon. Mais bon, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on a fait Dark Souls 3. Hein. Merci. Hein. Bref. Bon, j'ai peut-être été un peu violent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le live. C'est la liberté d'expression à l'américaine. Vous avez du Uni token. Je vous présente mes excuses. Ça peut pumper sur un malentendu. Ouais, bah ouais, mais franchement, c'est. Mais ce ne sera pas nous qui le ferons pumper. C'est le projet de l'irrespect pour moi. Hein. Vraiment. C'est le nombre de fois où ils ont exploité les utilisateurs au bout du compte. Ouais. Bah, moi, ce qui m'a le plus choqué, je dirais, dans la gouvernance Uniswap, c'est quand ils avaient posé, tu sais, des conditions complètement débiles avec genre il fallait avoir 40 millions d'unis ou un truc comme ça pour pouvoir poser une proposal. Enfin, vraiment, tu vois, quand tu regardes sur des protocoles de DeFi, c'est normal qu'il faille un certain quorum en règle générale pour déposer une proposal, etc. Mais là, c'était vraiment quelque chose qui disait non, les gars, vous prendrez pas la parole si on n'est pas d'accord, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça, c'était le début des emmerdes, hein, d'ailleurs. Oui, mais c'est un projet qui a toujours méprisé et ses utilisateurs et ses investisseurs, hein, au final. Enfin, pas ses investisseurs VC, mais ses investisseurs privés, mais ses investisseurs publics. Il y a un mépris qui est total pour moi. Je n'arrive pas. Et de toute façon, on le voit, Uniswap ne fait pas partie de l'écosystème DeFi. On n'a jamais vu Uniswap participer de manière active à tel ou tel événement, à des discussions publiques, à ce genre de choses. Ils sont dans leur coin, ils s'en foutent. Hein. Moi, je n'ai pas une très haute opinion, hein, franchement. Après, le protocole Uniswap en soi, c'est un protocole qui est utile, qui fait partie des fondateurs de la DeFi. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'alternatives, quoi. C'est bon, quoi. Ouais, et puis quand on utilise en plus des agrégateurs de DEX, au final, oui, ça fait la liquidité, c'est ça. Aujourd'hui, si utilisez vraiment du Paraswap, du OneInch, du LlamaSwap, du CoSwap même, ça vous mettra de toute façon le meilleur prix possible. Et vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai pas utilisé Uniswap depuis des années. Hein. C'est uniswap.org. Je sais même pas à quoi il ressemble le site. Hein. Ben, il ressemble à un carré. Hein. On loupe pas grand-chose hein, dans le fond. LlamaSwap, c'est rien qu'avec LlamaSwap, on peut déjà faire des trucs très bien. Ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Et en parlant de trucs très bien, est-ce que ça serait pas l'heure du petit tuto Gnosis Safe Multi-Signature? Allez au boulot. Préservatif. Oula, ça, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais juste. Non, j'ai pas dit sortir les mouchoirs. C'est pour la sécurité et la protection. Ouais. Non, je te laisse assumer tes propos là. Au moins, comme ça, je saurai où il faut que je coupe au montage entre deux. Ah, le mec, quoi. Comment plaît-il? Alors, attends. Hop, je vous ai fait préparer. Non, ça marche pas. Vous voyez pas mon écran? Si, vous voyez mon écran. Parfait. Alors, je vous ai préparé vraiment le truc de base et on va partir d'une mauvaise sécurité, d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire un hot wallet avec de l'argent dessus. Vous ne pouvez pas voir mon hot wallet, là. C'est ça? Okay. Non, là, si tu l'affiches, on ne le voit pas. Ouais. Alors, je vais couper le partage et je vais faire ça mieux.
Ouais, attendez, on va faire mieux. Ferme les fenêtres indicibles. Non, ça va, ils sont tous. Hop, et du coup, je cache ça et je partage tout l'écran. Voilà, là, vous le voyez, mais du coup, c'est moi qui vous vois plus. Ah ouais, là, on te voit. Enfin, on te voit. Et vous voyez le wallet. Ouais. Par contre, tu peux peut-être zoomer un petit peu parce que c'est large. Ouais, le problème de mon... Alors, attends, on recommence. Ce sera coupé au montage, les amis. Hein. Ouais, c'est les aléas du direct. C'est chiant, StreamYard, je peux pas, genre, partager une fenêtre sans partager tout le truc, quoi. Je suis obligé de baisser la résolution de l'ordi parce que comme mon truc est en 4K, c'est beaucoup trop grand pour vous. Ah. Même en zoomant sur le navigateur, ça ne veut pas passer. Non, mais attends, je repasse en 1080. Voilà. Oula, ouh, c'est moche. Je souffre pour vous, les amis. T'as l'intermédiaire aussi en 1440 au pire. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Attends, je passe en Ça 1440. fait genre 4K du pauvre, mais ça c'est déjà pas mal. HDRMI. HDRMI. Oh, putain, la référence, quoi. Bon, allez. 1440p, c'est flou. Hop, partager l'écran. Ou l'écran. Paf. Partager. Et là, on est bon. Ça va pour vous? Yes. On est bon là. Nickel. Ok. Donc, on est sur un hot wallet avec des Ethers dessus. Il n'y a pas de Ledger. Il n'y a pas de Safe. Il y a MetaMask. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien qui va. Hein, parce que les amis, je vous dis, on n'est pas là pour être amis de MetaMask. Donc, la première chose qu'on va faire, les amis, c'est de télécharger un vrai wallet. Pourquoi? Parce que malheureusement, MetaMask ne fait pas ce qu'on appelle des simulations de transactions. Et donc, si, quoi qu'ils le font maintenant, je vous pose la question. Non? Vous m'entendez? En vrai, je pense qu'ils font des simulations, mais ils ont mis beaucoup de temps avant de mettre ça en place. Bon, bah, on va leur donner le bénéfice du doute. Mais la première chose que je vais vous faire, c'est d'installer Rabi. Pourquoi Rabi? Parce qu'ils ont un système de security pre-sign où ils vous expliquent ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de signer et la conséquence du fait de signer une transaction. Et ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui peut être débattu. Aujourd'hui, il faut utiliser Rabi. Je ne suis pas payé par Rabi, je ne suis pas actionnaire de Rabi non plus. Mais vous voyez que c'est de plus en plus utilisé et ça devient le standard de l'industrie. Donc, la première chose que vous allez faire, si vous utilisez encore MetaMask, cette émission est l'occasion pour vous d'améliorer ce que vous faites et de passer sur Rabi. Access all app. Alors ça, vous avez le truc, hein, c'est self-custodian, etc. On peut importer en un seul clic, donc vous n'avez rien à faire, MetaMask. On peut mettre un mot de passe. Là, normalement, vous ne le voyez pas. Je vais mettre un mot de passe. De toute façon, c'est un truc pas sécurisé. Juste le temps du tuto. Comment ils font? Export, import. Non, je ne vais pas importer une seed en partageant mon écran. C'est sympa, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Du coup, je vais couper mon écran pendant une seconde. Ou je ne vais pas faire comme ça. Bon, on va faire autrement. On va aller sur Safe. Nosy Safe. C'est pas grave, je vous montrerai Rabi juste après. Alors, c'est safe.global, l'adresse. Faites très attention aux adresses. Et ça, CM pourra mettre en description les bonnes adresses et les bons liens qu'on a visités pendant ce tuto. Et on va lancer le wallet. Et là, on voit qu'on a un wallet MetaMask qu'on va connecter ici. Je suis connecté avec ce wallet. Ce wallet peut être sur plusieurs chaînes. Là, on va faire Ethereum. Et on peut continuer avec MetaMask. On va donner un nom à notre wallet. Mon super wallet. Par exemple, vous pouvez le donner le nom que vous voulez. Vous pouvez le déployer sur le réseau que vous voulez. Là, on va le déployer sur Ethereum. Vous pouvez aussi le déployer sur les Layer 2. Et c'est même plus intéressant de le faire comme ça parce que vous allez payer moins de gaz. Et là, le signeur, je vais dire plutôt CM. Et je vais mettre qu'un seul signeur.
Alors, c'est quoi un multisig? C'est bizarre, un multisig où il n'y a qu'un seul signeur. Mais ce que je veux vous partager, c'est que avoir un wallet, même comme ça, même un hot wallet qui est lié à votre MetaMask sur un safe, c'est mieux que juste avoir un MetaMask et je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre plus de signataires, donc différents wallets. Donc là, ça peut être votre Ledger, par exemple. Là, ça peut être le Coinbase Wallet sur l'iPhone. Et vous pouvez mettre les adresses là et décider du nombre de signatures qui sont suffisantes pour réaliser des transactions. Vous pouvez même avec 3 wallets décider qu'un seul de ces 3 wallets permet de faire des transactions. Ça, généralement, ce n'est pas recommandé parce que ça veut dire que si on vous vole, si on a accès à votre PC où il y a TutoCM, on peut faire les transactions. Si on vous vole votre Ledger, on peut faire les transactions. Si on vous vole votre iPhone, on peut faire les transactions. Donc, généralement, on va mettre une majorité. C'est-à-dire, si on me vole ce wallet-là, on ne va pas pouvoir faire des transactions. Mais si on me vole ce wallet-là, plus l'iPhone, eh ben, on aura un souci. Si on aura 2 sur 3, on aura un souci. Certains diront 3 sur 3. Ça, c'est quand même quelque chose qui est peu répandu dans l'écosystème, où le problème, c'est que si vous en avez un qui saute, eh ben, vous êtes embêté parce que vous ne pouvez plus faire vos transactions et vous avez bloqué votre argent. Donc là, on va faire 1 sur 1 pour lancer et je vais vous expliquer pourquoi. On peut payer maintenant ou on peut payer plus tard. Donc là, on va faire payer plus tard. Donc, vous n'avez même pas besoin de gaz pour faire d'Ether dans votre wallet pour créer votre safe. Là, vous pouvez ajouter des actifs dessus, faire une transaction et activer les choses. On arrive sur l'interface du safe. Je vais la mettre en noir et blanc. Je peux. Non, je ne peux pas ici. Bon, bref, on s'en fiche. On peut aller sur les applications et vous allez retrouver toutes les applications importantes de la finance décentralisée ou même sur Ethereum et sur le réseau. Donc, vous avez DeFiSaver si vous voulez faire de la DeFi. Vous avez AV, bien sûr. Vous avez différentes adresses et choses. Et donc, vous avez ce système d'application qui est en place. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un swap, on peut aller sur Curve. Si vous voulez aller sur AV, on peut aller sur Curve. Vous pouvez directement staker avec eux. Ils ont des partenaires pour le faire. Et donc, on peut staker ces Ethers pour obtenir un rendement dessus. On peut faire des swaps. Ils utilisent CoSwap pour le faire, CoProtocol. Donc, CoSwap, c'est comme Paraswap, c'est comme OneInch. Ça va être un agrégateur qui va essayer de trouver les meilleurs prix pour faire ça. Donc, si vous voulez acheter un actif, vous allez avoir la meilleure transaction possible et le meilleur prix possible pour le faire. Et si vous avez des actifs, ils vont pouvoir se mettre ici. Et si vous avez des NFT, vous pourrez vous mettre ici. Donc ça, c'est vraiment la base de la base et de ce qu'on peut faire. Pourquoi faire comme ça? C'est quand même supérieur à faire. Alors, on va faire ensemble. Je vais aller déposer un petit peu d'actifs là-dessus. Je copie là. Je copie mon adresse. Donc, mon safe a une adresse. Hein. Je peux l'avoir avec ou sans un préfixe pour dire l'adresse. Je vous propose sans parce que souvent MetaMask, Rabi ne va pas reconnaître avec le préfixe. Vous pouvez copier ici et envoyer de votre hot wallet un petit peu d'argent. Je vais faire ça. Et là, on enlève le préfixe. Si on a, on l'enlève. Et on va envoyer un petit peu d'argent. Là, à peu près, en 60 secondes, on va avoir quelque chose. Tac, tac. Ça ressemble à ça, MetaMask, maintenant? C'est un peu nul, hein, mais bon. Il n'y avait pas les animations avant. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas utilisé MetaMask. Attends, ils ont embauché des designers. Hein. Ouais, bah, des développeurs, ce serait mieux, hein, mais des designers, au moins. Il n'y a pas toujours l'argent pour tout. Oh, ils ont de l'argent. MetaMask, tu sais, ils continuent de faire beaucoup d'argent, hein, parce que quand tu fais des swaps, ils prennent encore les 0,8% de frais. Hein. Donc là, on voit que ma transaction est passée. Et donc, maintenant, j'ai des actifs. 0,1 Ether. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, je vais utiliser, par exemple, AV. Parce que pourquoi pas. Et donc, si j'ai AV, je peux noter ici, ouvrir l'app. Oui, je rentre sur une app. Et là, je suis encore dans le safe market,
mais cette fois-ci, je suis sur AV. Et donc, je peux me permettre de déposer, par exemple, sur le Ethereum Market. Ça va me rapporter 3,11%. Ou je peux aller sur Lido parce que je sais qu'en ce moment, il y a des taux intéressants. Donc, 2 plus 1,86, ça va me faire presque 4%. Donc, si je veux, je peux déposer sur AV. Et là, vous allez voir l'un des premiers avantages du Safe par rapport à un hot wallet, c'est que généralement, quand vous avez un hot wallet, ce qui va se passer quand vous allez cliquer ici, c'est que vous allez faire la transaction dans votre MetaMask. Voilà, ça c'est bien, merci. Vous allez faire la transaction sur votre MetaMask et vous allez exécuter. Et ce qui est l'intérêt d'avoir un smart contract wallet par rapport à autre chose, c'est qu'on peut batcher les transactions. Alors là, je vais l'activer, pas sur cette transaction-là, puisque c'est la transaction d'activation du wallet. Parce que la première transaction, vous allez être obligé de la faire parce que vous activez votre wallet. C'est ça, donc on va la faire. Et donc, c'est déjà un batching en soi, puisque vous activez le wallet et vous créez la transaction de déposer sur AV. Pour la signature, vous appuyez sur exécuter ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va vous dire, on vous demande de signer, il se passe des choses, vous cliquez sur signer, et là, il va y avoir la création du wallet. Il faut attendre Ethereum. C'est bien aussi de le faire sur des Layer 2 parce que ça coûte moins cher et ça va plus vite. Et ça, c'est la partie suivante du tuto. On attend que ça passe. Voilà. Est-ce que je veux exécuter? La réponse est oui. 45 $. Ça me coûte cher ce tuto. Le gaz est un peu haut. Tu fais ça à 32 gaz. Ah ouais? Ouais. Ah. Tu sais, c'est génial avec l'Ethereum parce que quand le gaz est bas, les gens ils disent personne n'utilise Ethereum, le futur c'est Solana, machin et tout, Ethereum c'est pourri, le futur c'est Memcoin. Et quand le gaz est haut, oh Ethereum c'est trop cher, il faut absolument utiliser Solana parce que les autres ont layer 1 de VC, des pas chers, etc. En tant que staker, j'aime bien quand le gaz est cher. Moi, en tant que staker, j'aime bien quand le gaz est cher. C'est clair. Donc voilà, on a activé ça. Est-ce que ça s'est mis en place? Pas encore. Si, voilà, ça s'est mis en place. On a déposé à peu près 0,1. C'est en train de gagner des sous. C'est en train d'accumuler des rewards. Alors bien sûr, au bout de 5 secondes, ça ne va pas marcher grand-chose. Mais on voit qu'il y avait 0,99. Là, ça commence à accumuler des intérêts petit à petit. Voilà, on a utilisé AV. Maintenant, je vous montre le batching de transactions. Le batching des transactions, c'est, disons, moi, ces Ethers, j'ai envie de les retirer d'AV parce que j'ai plus envie de le faire. Mais j'aimerais bien aussi claimer mes rewards et j'aimerais bien échanger des Ethers contre, je sais pas, un autre token. Donc là, je peux approuver. Quand vous êtes sur votre MetaMask, habituellement, je vais revenir en arrière rapidement pour vous mettre le truc. Quand vous êtes sur MetaMask en hot wallet, habituellement, ce qui va se passer, c'est que approve, ça va être une transaction, withdraw, ça va être une autre, les rewards, ça va être une autre, et à chaque fois, vous payez du gaz. Ce qui, quand le gaz est cher, peut revenir assez cher. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à voir. C'est la première chose, c'est que quand vous faites une transaction, au lieu que ça s'affiche sur votre MetaMask et que vous signez sans vraiment savoir ce qui se passe, vous allez avoir un détail de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on sait qu'on est en train d'approuver. On approuve ce contrat-là. On peut faire une simulation pour voir ce qui s'est passé. Et on va vous dire à peu près ce qui va se passer. Et on est en train de vous dire qu'on donne une alliance illimitée, donc d'un montant infini, à AV, V3, là-dessus, sur ce token-là, qui est de l'Ether déposé sur Lido. On pourrait très bien se dire, bah non, moi je préfère déposer cette somme-là, ou quoi que ce soit. Là, on va laisser comme ça pour le test. Et surtout, dernière partie, et ça, c'est une innovation par rapport à MetaMask, et c'est que les smart contract wallets qui permettent ça, on va pouvoir batcher les transactions. C'est-à-dire, soit j'exécute directement, soit je dis non, je ferai ça plus tard, et je me crée un batch. Ce batch-là, ça va prendre cette transaction, et ça va la mettre de côté pour plus tard. Et donc, on se retrouve ici, et j'ai une transaction qui est « OK, s'il te plaît, approuve-moi le fait d'interagir avec le Lido Market
AD Ethereum. Là, je vais rajouter un truc. J'aimerais bien récupérer ces récompenses. Donc, je clique sur récupérer. Au lieu de faire une deuxième transaction et de payer le gaz là-dessus, ce qui fait quand même un peu cher pour des récompenses aussi faibles, je vais dire non, ça, je ne le veux pas maintenant. Je veux également qu'on l'ajoute au batch. Et donc là, maintenant, je me retrouve avec 2 transactions au lieu d'une. Maintenant, merci AV, c'est sympa, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc, pourquoi pas aller sur une autre application, parce que sinon, ils vont dire encore, oh là là, il fait que du AV, celui-là. Donc, on va aller sur Balancer, parce que pourquoi pas. Et Balancer, on va swapper des tokens. Donc, on va faire du swap. On a un petit peu d'Ether sur le wallet, à ce qui paraît. Est-ce que ça marche, Balancer, au moins? Non, tu vois, ça ne marche pas. Et bien, tant pis pour eux, ça leur fera une mauvaise pub. Ça n'a pas marché pendant la démo. On va en faire une autre application. Qu'est-ce qu'on va faire? Curve? Vous avez envie qu'on fasse quoi? Moi, j'aurais fait un petit swap sur Jumper, histoire de récolter l'airdrop, le futur airdrop en même temps. Et ben voilà, ça c'est une bonne proposition. On va renvoyer un petit peu d'Ether sur Base. Voilà, par exemple. En plus, tu peux bridger, tu vois. Ouais, non, là on va juste swapper parce que le bridge, je vous le montre pas. Ah oui, le bridge, oui, ce ne sera pas la même adresse, oui, effectivement. Faisons Voilà. attention. Donc là, j'ai un petit peu d'Ether sur Lido, j'ai un petit peu d'Ether sur le wallet. Ok, ben, on va faire ce pouillème d'Ether, donc 2 $. Donc ça va me coûter 5 $ de gaz pour faire 2 $ de machin. Je peux l'envoyer sur n'importe quel portefeuille que je souhaite, pas forcément sur mon portefeuille hardware wallet. Donc, par exemple, je peux le mettre sur mon tuto CM. Et voilà, donc je vais échanger. Et cette fois, ça ne va pas aller sur mon multisig, ça va aller sur le tuto CM, le hot wallet. Je pourrais le faire sur le multisig. Je peux faire mon propre wallet là, où je peux décider de ne pas spécifier de choses là-dessus. Et je choisis mon agrégateur. Donc ça, c'est cool. Je sais que OneInch, ça va me coûter 14 $, ça me donne 2,62, donc c'est pas ouf. SushiSwap, 8,91. Bon, bah, le meilleur retour, c'est celui-là. C'est quand même pas terrible de dépenser 9 $ pour échanger 2 $. Mais bon, c'est le bonheur de la démo. Jumper, ils sont bien faits et ils me disent t'es sûr de ce que tu es en train de faire? Parce que là, c'est un peu débile, puisque 80% de la valeur de ce que tu échanges, c'est le coût. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais j'ai décidé de ne pas être très intelligent là-dessus et de faire le truc. Donc là, ma transaction, on sait que je vais perdre 0,01 Ether, que je suis en train d'interagir avec Jumper.exchange, que ça interagit avec un contrat qui s'appelle Leafy Diamond, qui était effectivement le truc sur lequel je fais le swap. Et quand je fais la simulation, a priori, tout va bien. Donc, je vais faire encore no later et je vais faire add to batch. Et là, je me retrouve avec 3 transactions. C'est-à-dire, j'ai approuvé sur Ethereum, j'ai claimé des rewards et j'ai fait mon petit swap. Je peux faire confirm batch. Et là, cette fois, la simulation va me dire toutes ces transactions en même temps, qu'est-ce qui va se passer en même temps. Et du coup, je reçois des rewards, je perds un petit peu d'Ether pour faire du swap et je fais un approval unlimited. Tout ça en un seul coup. Donc, cette fois, je fais yes, execute. Ça va me coûter un petit peu plus de gaz. Ce n'est pas gratuit de les batcher, mais c'est quand même, on gagne un petit peu au change. Plutôt que d'en faire 3, on va quand même payer un petit peu moins cher que les 3 d'affilée. On va payer plus cher qu'une seule transaction. Mais c'est quand même intéressant à faire. Et là, si je fais execute, on va me demander d'exécuter, de payer les frais de gaz. OK, pourquoi pas. Et on voit, ils font une simulation quand même MetaMask maintenant. On voit que je vais recevoir 2,62 USDC si je signe cette transaction, mais que cette transaction va me coûter 37 $ de gaz. Encore une fois, c'est un tuto, mais ce n'est pas forcément économiquement ce qu'il y a de mieux. Si on va voir la transaction sur Etherscan, voir ce qui s'est passé. Ah, c'est même pas Etherscan quand tu cliques sur les transactions maintenant? MetaMask? Putain, ça craint. Je te jure. La honte. La chouma. On attend toujours que tu nous montres Rabi. Hein. Et bien, Rabi, c'est la suite. Hein. C'est la suite du tuto. OK, la transaction a été exécutée. Si je retourne sur mon safe, on lui laisse le temps de charger un petit peu. Hein. N'hésite pas à envoyer plus d'Ether que ça sur le wallet CM. Hein. Et après, tu m'enverras les clés privées. Bien sûr, on fait ça immédiatement.
et je te fais un petit chèque. Il faut le temps que ça se mette en place, que ça recharge. On va bien vous le montrer sur... On va aller le voir sur Etherscan. On voit qu'il y a 46 secondes, j'ai exécuté la transaction, et cette transaction, on voit qu'il s'est passé pas mal de choses dessus, puisque j'ai reçu des rewards, et il s'est passé différents trucs. Donc, voilà, et normalement, ça devrait se refléter ici, s'il a envie. Sinon, c'est l'effet des mots, et ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. On sait qu'il s'est passé des trucs. Donc ça, c'était la base du safe. Et là, on voit que je n'ai pas eu besoin de faire 50 signatures, je n'ai pas eu besoin de me prendre la tête sur ces différents trucs. Mais au niveau sécurité, pour l'instant, je suis encore dans un 1 sur 1. C'est-à-dire que je suis passé d'un MetaMask avec aucune sécurité, pas de hardware wallet, rien du tout, où si je me fais hacker mon ordinateur, c'est ciao, bye bye, à un smart contract wallet 1 sur 1, qui est contrôlé pour l'instant par un wallet hot wallet, mais qui est lié ici. Et pourquoi c'est infiniment mieux d'utiliser un safe comme ça, même 1 pour 1, même en commençant comme ça, parce qu'on peut modifier la sécurité au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous avez pris des mauvaises habitudes avec un hot wallet, vous êtes foutu. Le hot wallet restera un hot wallet à vie avec cette mauvaise sécurité. Si vous avez un safe, vous pouvez vous dire, OK, maintenant, j'ai lancé les choses comme ça, mais il est temps de faire mes devoirs. Il est temps d'acheter un ledger. Il est temps de faire tourner mes clés, etc. Donc là, je peux faire à tout moment, ajouter un nouveau signer, et là, de dire ledger mark, et de rajouter, pourquoi pas, l'adresse de mon ledger dessus. Et donc là, c'est un ledger. Je vais prendre l'adresse ici. Je vais la rajouter et je vais dire que maintenant, le threshold, donc le palier de signature, c'est toujours une seule qui suffit, mais il y aura 2 signeurs à partir de maintenant. OK, c'est une transaction toute simple. Je peux l'exécuter, la confirmer. Il faut un petit peu de temps, comme d'habitude. Maintenant que la transaction est confirmée, on lui laisse le temps de la process dans le système. Voilà. Finish. Et maintenant, je me retrouve avec un multisig où il y a mon hot wallet, qui n'est pas très sécurisé, et mon ledger. Donc, je peux décider maintenant de me dire, OK, ça vraiment, ce hot wallet, il n'était pas terrible. C'est n'importe qui peut me scammer, prendre l'argent, etc. Il est temps de se dire, peut-être que celui-là, je vais l'enlever en fait. Et on va passer sur un threshold à 1 sur 1. Pourquoi pas? Donc, je peux exécuter tout de suite et le retirer. Ou alors dire, non, on va faire ça plus tard parce qu'en même temps, je vais faire autre chose. Je vais ajouter un deuxième ledger. Un ledger qui est pas lié sur le même truc et qui, cette fois, sera sur une sécurité plus importante. Donc, par exemple, celui-là. Comme ça, si je perds mon ledger, j'en aurai quand même un deuxième au cas où. Donc, ledger de secours. Et celui-là, maintenant, je suis à 1 sur 3. Et c'est-à-dire que soit j'ai mon ledger habituel, mais si je le perds, je me le fais voler, il y a le feu chez moi, etc., je peux passer sur mon ledger secours qui, éventuellement, est dans un lieu sécurisé que moi seul peux avoir accès, ou alors, dans le cadre d'une succession, qui est dans un lieu sécurisé où ma famille aura accès. Et donc là, je peux mettre en place ce truc-là, donc 1 sur 3, l'ajouter au batch, et cette fois, le batch en une seule transaction. Qu'est-ce qui se passe? Je retire le MetaMask et j'ajoute le deuxième ledger en signature. Et ça, je peux le faire en une seule transaction. Faisons comme ça. Et là, pour l'instant, c'est toujours un seul des 2 ledgers qui peut devenir signataire. Donc, si je fais confirmer, pourquoi pas? Network is busy, bon, voilà. On est toujours à 28. C'est juste qu'ils ont décidé de te rect.
Ouais, non, mais ça, c'est l'effet démo, hein. C'est toujours pareil, hein, n'est-ce pas? Bah ouais, on plafonne Ah, à si, 3. ça y est, c'est passé. Et là, vous voyez que on va se mettre, c'est passé. Là, on voit que maintenant, c'est Ledger machin. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris le nom. Ledger de secours. Et là, maintenant, les signataires de ce wallet-là, c'est mon ledger numéro 1 et mon ledger de secours. Ce qui fait que maintenant, avec ce hot wallet à une mauvaise sécurité, disons que il s'est fait rect et le hacker se dit « Ah tiens, je me frotte les mains, je vais pouvoir récupérer l'argent de ce truc-là ». Donc le hacker prend le contrôle du MetaMask Wallet, disons que ça arrive, essaye de faire une transaction, récupérer l'argent, vous n'êtes pas un signeur de ce safe. Donc va te faire voir. Parce que si tu n'as pas le ledger, même si tu as commencé ce safe avec entre guillemets une mauvaise sécurité, là ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a remplacé cette mauvaise clé par 2 clés qui sont plus sécurisées. Et on est passé sur un 1 sur 2 avec 2 clés qui sont liées à des ledgers. Et du coup, il n'y a plus du tout de hot wallet dans l'histoire. Là, on a amélioré la sécurité. Donc là, on ne pourra pas le faire sur ce wallet-là. Il faut que je me connecte sur l'un des 2 ledgers, donc disons celui-là, pour pouvoir signer la transaction. Ça, c'est une proposition de mise en place. Bien sûr, c'est à vous de faire à votre sauce, de rajouter peut-être 2 signeurs sur 3, ce qui est quand même le truc le plus standard, avec un ledger qui peut-être n'est pas accessible, qui est relié à votre famille ou un truc comme ça, un hot wallet parce que c'est plus simple quand même, vous voulez en garder 1 sur 2 sur votre iPhone, sur une tablette, sur quelque chose qui est facile d'accès pour vous, mais qui est quand même distinct de votre ordinateur principal. C'est à vous de faire votre sauce là-dessus, mais ça reste quand même un avantage là-dessus. Est-ce que cette partie-là était claire? Maintenant, on va voir les outils autour du safe. Moi, ça me paraît assez clair. Hein. Donc, c'est vraiment permettre de remplacer un signataire par un autre pour sécuriser une adresse qui n'était pas. Et en même temps, en même temps, on n'est pas obligé, ces adresses-là ne sont pas obligées d'être utilisées avec des ledgers. Hein. Non, non, non. Vous pouvez faire avec des hot wallets, vous pouvez faire avec votre iPhone. En fait, l'intérêt du safe, et même ce que je recommande moi, c'est que vous avez une rotation des clés. C'est-à-dire que là, c'est ces 2 clés-là. Au début, c'était une première. Moi, je vous conseille quand même fortement. Après, c'est à vous de voir et à chacun de faire ses devoirs progressivement parce que tout ça, ça peut être compliqué à mettre en place. L'intérêt, c'est qu'à partir du moment où vous avez un safe, vous pouvez améliorer la sécurité après. Et vous n'êtes pas bloqué dans les choix que vous avez fait au début. Et il y a beaucoup de gens qui font un ledger de secours, donc, ou un signataire de secours qui est très difficile d'accès. Donc, même si on débarque chez vous et qu'on vous met un pistolet sur la tempe, vous n'aurez pas accès facilement à ce signataire. Un signataire un peu usuel et un signataire entre les deux, qui permettent d'avoir un peu une flexibilité. Et ce qui est beaucoup pratiqué, c'est la rotation de clés. C'est-à-dire que de temps en temps, ce wallet-là, on va le remplacer par un autre. On va avoir un nouveau ledger, on va changer de processus de sécurité, on va changer de processus de récupération, ce qui fait que progressivement, si au fil du temps, on vient vous revoir dans 2 ans, dans 3 ans, eh ben, vous avez peut-être plus aucune clé qui était les clés de signature d'il y a 3 ans. Et parce que vous avez évolué sur d'autres choses au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens explorent et qui peuvent être intéressantes pour vous aussi si vous le souhaitez. Il y avait 2 questions qui se rejoignaient un peu l'une et l'autre. Une qui demandait si safe tombe, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, comment est générée la clé au moment où tu crées le safe? Enfin, qui a la clé privée? Alors, il n'y a pas de clé privée sur un smart contract. Donc, safe, ce n'est pas c'est une entreprise, mais c'est un smart contract wallet. Donc, c'est un protocole et donc c'est non custodian et il n'y a pas de clé. Donc, c'est un petit peu compliqué, entre guillemets, à appréhender parce qu'on a un peu l'habitude des hot wallets, des seed phrases, etc. Il n'y a pas de seed phrase sur un safe. Hein. C'est un smart contract wallet qui est lié à des signataires et c'est ces signataires qui contrôlent le wallet et qui permettent de faire des transactions. Et si cette application safe venait à tomber demain, ça ne change rien puisque les smart contracts sont toujours
sur la blockchain et on peut aller les consulter. Donc là, si je copie sur le clipboard ici et que je vais taper l'adresse du safe directement sur la blockchain, on voit que en fait, c'est un smart contract comme un autre, entre guillemets. On peut lire ce contrat est open source, ça s'appelle Safe Proxy, et on peut avoir accédé aux choses. Alors, ce n'est pas si simple comme ça, mais on peut accéder aux choses qui permettent de directement interagir sur la blockchain avec ce safe et éventuellement le débloquer s'il y a besoin, parce que l'interface serait tombée. On peut aussi, c'est un petit peu plus compliqué, mais faire tourner localement un safe. Donc, toute cette application peut tourner localement. Donc, si on est vraiment dans le pire du pire, que le site safe a été interdit par les gouvernements, enfin, on peut imaginer tous les scénarios dystopiques qu'on veut, on aura quand même des solutions qui sont à mettre en place, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres choses. Mais c'est la même chose, hein, Ledger, si l'entreprise Ledger disparaît, votre Ledger n'arrête pas de fonctionner. Votre Ledger continuera de fonctionner et vos clés ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Personne n'a accès à vos clés sur votre Ledger. C'est la même chose sur le safe. Seuls les signataires peuvent interagir avec le safe. Il n'y a pas de questions centralisées sur ces questions-là. Il y avait des personnes du coup qui disaient s'il y a une faille dans le smart contract, mais tu viens d'y répondre indirectement. Il y aurait personne qui peut déclencher justement toutes les clés que vous avez introduites pour votre voilà. Safe. Donc, Après, Safe, c'est l'une des équipes les plus anciennes de l'écosystème Ethereum. Il sécurise des centaines de milliards. Alors, on parle de milliards, hein, pas de millions, hein, de centaines de milliards. Rien que la VDAO sur des safes, on a plusieurs dizaines de millions. Pour la Liquidity Committee, pour Merit, par exemple, les rewards, le liquidity mining, tout ça, ça passe par des safes. Moi-même, j'ai beaucoup d'argent sur des safes. Alors, rien n'est infaillible, mais ça fait partie du code le plus surveillé, contrôlé, audité de l'écosystème. Donc, si safe, ça tombe, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui tombent. Hein. Oui, puis comme tu viens de le dire, le fait que ça soit open source, ça a été vu, revu, et tu as tellement de gens qui peuvent justement au quotidien s'y attaquer, entre guillemets, que c'est sa longévité et, comme tu dis, tout l'argent qui a été déposé sur les multisignatures qui aussi font office de proof of safe, c'est le cas de le dire. Exactement. Alors, je vais vous montrer un dernier truc qui est un outil pratique. C'est que malheureusement, pour l'instant, c'est mal fait, mais Safe, dans sa prochaine version, réglera ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut un Safe par network. Donc là, j'ai déployé un Safe sur Ethereum. Il faudrait que j'en déploie un sur Gnosis, sur Polygon, sur BNB, etc. Autant vous dire que c'est assez relou à faire. Heureusement, il existe des applications de la communauté qui aussi ont été auditées, qui sont sérieuses, etc. Est-ce qu'on peut y accéder là? Non. On peut y accéder là? Oui. Qui s'appelle Migrator et qui permettent de déployer des safes directement sur différents réseaux, tous en même temps. Donc, si vous avez déjà un safe, vous pouvez cliquer sur Clone Safe. Donc, pour copier votre safe existant sur tous les réseaux que vous voulez. Si vous n'en avez pas, et ça, c'est ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de safe aujourd'hui et que vous regardez ce tuto, vous pouvez cliquer sur Create a Safe et directement balancer votre safe partout. Là, on va faire Create a Safe ensemble. Et donc, on peut définir les owners. Là, je vais mettre le hot wallet. On va partir sur de mauvaises bases, on va dire ça. Un seul owner. On peut le customiser, ça c'est assez sympa. Donc, si vous voulez mettre un nom spécial, alors c'est hexadécimal et vous pouvez faire 2 ou 3 caractères. Si vous en faites plus, ça va prendre des millions d'années. Mais on va faire… alors, CM, ce n'est pas hexadécimal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. On va faire on va juste faire… On va rien mettre parce que, bon, voilà, mais… Et donc, il crée le truc. On peut choisir ses networks. Donc, on peut le déployer sur Ethereum, sur Optimism, sur BNB, sur Gnosis. Donc, moi, je vais le déployer sur Gnosis, pourquoi pas. Sur Polygon, sur Phantom, sur Fractal, sur Base, sur quasiment tous les réseaux qui valent le coup.
Donc, si je clique sur déployer, il ne va rien se passer parce que je ne suis pas en clone safe. Je vais le sortir de là pour vous montrer. Oui. Ou alors je vais juste clone. Comme ça, ce sera plus simple. La safe adresse, elle est ici. Et ça, c'est plutôt important aussi de le faire, ce genre de manip avec ce genre d'outils, parce qu'on peut rappeler quand même que si jamais vous n'avez pas déployé de safe et que vous envoyez vos tokens sur une adresse qui n'existe pas sur un réseau, bah, c'est ciao. Hein. Enfin, non, mais si vous avez l'adresse, par exemple, Ethereum de votre safe et vous vous dites c'est la même adresse sur Polygon et que vous envoyez, en fait, ce n'est pas le cas. Ouais, et vous allez perdre votre argent. Et ça, c'est très important. On peut le récupérer dans certains cas, j'ai déjà eu le cas, mais ça demande quand même d'être dev. Bah, non, il faut clone. Non, si tu clones, tu vas clone sur l'adresse, non? Si, oui, c'est ça. Maintenant, il y a les outils. Mais à l'époque, il n'y avait pas les outils. Non, ça va. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, vous clonez, mais vaut mieux pas le faire. Vaut mieux partir sur de bonnes bases. C'est quand même plus sympa. Hein. Hop, on génère 1 sur 1. On choose le network. Donc, on peut déployer. Si je déploie sur Gnosis et que j'ai pas de gaz, est-ce qu'il râle? Il râle, hein. C'est pour ça que j'ai pas de gaz. Hein. Bizarre, ça. Ah, ou alors c'est MetaMask, il faut que je sois sur le réseau. Je crois que c'est ça la connerie. Ils sont relous, MetaMask. Non, il n'y a pas envie. C'est l'effet démo, les amis. Ah bah, c'est au moins une bonne raison d'installer Rabi, c'est qu'il reconnaît automatiquement le réseau sur lequel vous êtes. Ouais, c'est nul, hein. T'as vu, MetaMask, naze. Bon, regardez, je vais virer MetaMask. Hop, je récupère cet argent. On voit Sketchmark? Non. Non, on voit pas. Hop. Là, on voit. Là, on voit, ouais. Ouais, sauf que, regarde, hop, connect safe. Not valid safe. Ah bon? Comment ça se fait? Ah, c'est parce que ça, c'est le signataire et c'est pas le safe lui-même. Oui, c'est pas le safe. Voilà. Je retourne ici. Je me mets ici. Et ça me permet de vous montrer Rabi, comme quoi on enchaîne bien. On voit que ce safe est déployé que sur Ethereum. OK. CryptoCM. Hop. Et là, on voit que mon safe est immédiatement reconnu par Rabi. Ça, c'est quand même assez cool. Il est sur une seule chaîne qui a 259 $ dessus. Et que bah, pour l'instant, il n'y a que des Ethers. Il y a un peu d'argent qui est déposé sur AV. Voilà. C'est assez cool, c'est comme ça. Et MetaMask is YouTube. Hop, on peut dire à MetaMask de se taire. Et maintenant, à partir de maintenant, on va utiliser le bon truc. Donc, si maintenant je lui dis de cloner, il va me dire OK, ce safe que tu as sur Ethereum, est-ce que tu peux cloner sur d'autres? Non, tu peux pas parce que tu l'as pas fait avec eux. Et ben, c'est pas grave, on va en créer un. Et ben, l'effet démo, c'est pourri. Hein. Non, mais c'est peut-être parce que tu as ton MetaMask qui est ouvert entre les deux. Tu sais, ça peut faire des. Putain, c'est un enfer, MetaMask. Hein. C'est un peu la boucle. Ça faisait longtemps. C'est ouais, non, mais quand tu l'as au pied, ça peut t'emmener la botte avec. Non, mais je te jure, regarde. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que je fais? Je passe sur un vrai Rabi. Tu peux essayer de désactiver l'extension de MetaMask. Ouais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais, il y a Ozymandias dans le chat qui recommande la même chose, effectivement. Et là, si je recharge, normalement, ça va mieux se passer. On imagine. Non, ça se passe pas mieux. Oh là là, ça craint. Non. Bon, écoute. Alors, des fois, toi, tu es assez doué. Ah, mais regarde, Connect Wallet. Je suis bête. Ah oui, ah oui ça va mieux marcher tout de suite. Oh là là. Ça, on coupera au montage, les amis. Le professeur apprend en direct. Mais non, mais c'est vraiment une erreur bête. Hein. Ouais, celui-là, on peut pas.
Et donc, owner, cette fois-ci, on va chercher le tuto CM. Donc, on est là, mon super wallet, adresse book. On n'a qu'à dire que ça va être le ledger qui signe parce que les hot wallets, ça suffit. Voilà. On enlève le préfixe, on génère, plus network and deploy. Ça switch directement sur la Gnosis Chain. J'ajoute mon ledger ici, import hardware wallet. Ça, c'est cool parce que on a tout directement sur Rabi. Hein. On n'a pas besoin de se prendre la tête, de machin, une mobile app. J'ai un safe, ok, je vais là. J'ai un mobile wallet, par exemple Trust, ok, je vais là, MetaMask mobile, etc. J'ai un ledger, ok, je vais là. Je peux connecter mon ledger directement. J'autorise. On ne se rend pas compte, hein, le boulot qu'ils ont fait sur Rabi, mais c'est extraordinaire. Hein. Non, mais Rabi, c'est excellent. Ça change la vie des gens. Hein. Franchement, en fait, il y a deux types de personnes. Les gens qui ont essayé Rabi et utilisent Rabi, et les gens qui n'ont pas utilisé Rabi et qui ne savent pas de ce qu'ils sont en train de rater. Quoi. Ouais. Non, mais bon, ça reste au début pas simple, mais déjà, vous avez compris qu'avec MetaMask, c'est encore moins simple. Avec MetaMask, c'est un enfer. Voilà, je veux le déployer sur Base, par exemple. OK, ça me coûte un petit peu de sous, normal. J'ai plus qu'à signer. Donc, ce qui est bien, attends, je vais couper la transaction pour vous montrer vraiment l'intérêt de Rabi, c'est que quand je fais quelque chose, quoi que ce soit, sur Rabi, on me dit, OK, si tu fais ça, tu vas perdre 4 $, mais tu vas faire un truc sur Base et tu vas interagir avec ce contrat qui est un protocole. Et ça va aggregate value, enfin, ça vous donne des détails. Vous pouvez choisir votre gaz, etc. Tout est assez bien fait là-dessus. Vous pouvez choisir le prix de votre gaz, normal, fast, instant, etc. Au niveau UX, c'est quand même assez sympa. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous pouvez aller cliquer et ça va vous donner des petites informations sur le contrat. Par exemple, ça a été déployé il y a 500 jours, donc ce n'est pas un truc qui a été déployé hier. C'est dans les 2000 contrats les plus populaires de Base. C'est pas énorme, hein, c'est pas ouf, mais c'est quand même machin. Et vous pouvez aller vérifier le contrat directement sur la blockchain. On voit qu'il y a eu pas mal de transactions. Ça se trouve, c'est vous qui êtes en train de tester en même temps que moi. Et le contrat, on voit multi-call. Et on peut aller voir le contrat, s'il est open source, s'il n'est pas open source, s'il est flagué comme mauvais acteur par Basescan, Etherscan, etc. Il y a quand même des trucs qui peuvent vous sauver la vie. Si vous faites ces petites vérifications, il y a des trucs qui peuvent vous sauver la vie et vous éviter de vous faire hack. Donc là, je vais signer, par exemple, sur mon ledger. Et on va avoir un déploiement directement de ce safe sur la blockchain Base. Là, on voit que la transaction est passée, transaction successful. On peut voir que mon safe wallet, maintenant, il existe et il est sur Base. Je peux directement, si je le souhaite, récupérer des fonds et commencer à l'utiliser sur AD, sur différents trucs. Ça, c'était une autre partie de ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière chose qui est assez importante. C'est que si vous voulez déployer des safes un peu partout et si vous voulez utiliser différentes blockchains, il y a un outil que je vous ai déjà montré dans l'émission, mais je continue de vous le montrer parce que c'est tellement simple que c'est plutôt sympa. L'interface est pourrie, on est tous d'accord là-dessus. C'est un choix, c'est comme les mecs de Curve, c'est leur délire, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez connecter absolument n'importe quelle wallet dessus. Nous, on va faire Rabi. On voit que ça a été listé par des banques, et ça, c'est un intérêt de Rabi. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à un truc et vous disent « Ok, ça a été listé par tel machin », la popularité est high, donc il y a de bonnes chances que ce ne soit pas des scammers. Donc, on peut se connecter. Et là, vous pouvez décider, OK, j'ai de l'argent sur Ethereum, je veux me balancer 10 $, 20 $, 50 $, 2 $ si je le souhaite, sur les chaînes que je veux. Donc là, par exemple, j'ai déployé sur Base, je peux balancer des sous sur Base. Je peux faire la même chose sur Arbitrum si j'ai envie de déployer mon node sur Arbitrum, enfin mon safe sur Arbitrum. Je peux faire la même chose sur BSC, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je peux faire la même chose, je ne sais pas, sur Celo, sur Canto, tiens, on en parlait tout à l'heure. Apparemment, il y a des gens qui font ça. En tout cas, l'option existe sur Gnosis. Et là, je vais déployer 2 $ sur ces 4 réseaux.
et je vais pouvoir le faire en une seule transaction et je vais pouvoir le faire sur l'adresse que je veux. Donc, si je veux, je peux le mettre sur mon safe. Attention d'avoir déployé l'adresse avant. Sinon, vous allez envoyer de l'argent sur une adresse que vous ne contrôlez pas au début. Et ça, vous le faites en une seule transaction. Donc, ça va vous convertir directement les Ethers que vous envoyez en Ether si c'est la blockchain, si c'est la monnaie de cette blockchain-là, ou alors en BNB. Donc, ça va vous faire le swap, ou alors en XDAI si c'est le cas. Et donc, sur 2 $, vous allez perdre un petit peu au champ. Ça, c'est les frais du gaz. Mais voilà, vous dépensez 8 $ plus les frais de gaz et vous allez envoyer cet argent ailleurs. Et ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement pratique parce qu'ils ont tout. Ils ont énormément de choses que je ne connais pas. Franchement, Proof of Play, Apex, Boss, je ne sais même pas ce que c'est. Et c'est Layer 0 derrière qui fait ce truc-là. C'est utilisé massivement par les farmers d'airdrop. Ça, on ne va pas vous le cacher. Et c'est quand même très, très, très pratique pour envoyer un petit peu de sous sur ces trucs-là pour pouvoir payer le gaz. Et c'est quand même plutôt intéressant. Sur les safes, c'est la dernière chose que je vais vous dire sur ce sujet parce que ça fait longtemps qu'il y a ce tuto, mais je voulais vous faire un truc un peu exhaustif. Quand vous faites une transaction, c'est le signataire et l'exécuteur qui va payer le gaz. Et ça, vous pouvez faire des choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez signer avec vos wallets qui sont des cold wallets qui n'ont pas forcément de gaz dessus, qui sont là juste pour signer, mais qui n'ont jamais autoriser une application, autoriser un token, signer des trucs chelous sur la blockchain, qui sont là que pour signer vos transactions sur votre safe. Et payer le gaz, vous pouvez le faire avec un hot wallet, par exemple. Et c'est complètement différent. Donc ça, on va le faire ensemble pour finir là-dessus. Donc, on va retourner sur l'application. On va dire, je veux withdraw. OK, pourquoi pas. Je withdraw de l'Ether. Oui. Est-ce que je me connecte avec Rabi? Connecté. Là, je suis un signataire et c'est mon ledger. Je dis oui, je veux signer. Par contre, je ne veux pas exécuter, mais je veux signer. Donc, OK, je signe avec ce ledger. On dit que ce ledger n'a jamais eu d'Ether dessus parce que c'est un ledger hyper propre, cold wallet, etc. et qui ne sert qu'à le signer sur mon safe. Donc, c'est ce que je fais, je signe. Donc, la transaction est signée, elle est en attente, elle est en queue, execute. Là, je peux retourner sur le MetaMask, si je gère les extensions et que je le réveille. Vous voyez toujours pas le mot de passe. Oui. Hop. Merde, c'est pas ça. C'est quoi le mot de passe? Et là, j'ai bloqué mon argent. Hop. Sur Arbitrum, il n'y avait pas de sous. Sur Ethereum, il y a un petit peu de sous. Et là, normalement, je peux, avec mon super wallet, donc ça, je le coupe. Ok, je le coupe. C'est chiant d'avoir MetaMask et Rabi. Autant virer MetaMask et ne plus jamais en parler. Donc là, je suis sur mon hot wallet. Je vais me déconnecter, switch d'ici, passer sur le MetaMask. Est-ce que ça réussit à le connecter? Ou est-ce que... Allez. Voilà, je suis dessus. Transaction queue. Je peux faire execute. Et pourtant, ce hot wallet n'est pas signataire. Ce hot wallet n'est pas signataire du safe. Donc, si j'essaye de faire une autre transaction, par exemple, je retourne sur AV et cette fois-ci, je ne sais pas, je switch mes Ethers en WST8 et que j'essaye de le faire avec mon hot wallet en signataire, là, on va me dire, bah non, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas signataire, tu ne peux pas interagir. Par contre, tu peux payer le gaz. On peut payer le gaz avec n'importe quel wallet sur un safe, ce qui est relativement intéressant pour séparer les choses. Donc, vous pouvez avoir, si vous voulez, un wallet qui a que du gaz, un wallet qui signe. Et donc là, on va exécuter, par exemple. OK, j'exécute. Et on voit que mon hot wallet peut exécuter la transaction et la rendre directement, l'exécuter, alors qu'il n'est pas signataire de ce safe. Voilà, c'est le dernier truc que je voulais vous partager. Ça fait partie des devoirs un petit peu plus avancés, en se disant qu'une bonne méthode de sécurité, c'est de se dire les signataires d'un safe, c'est des wallets qui n'interagissent avec rien d'autre. C'est des wallets qui ne vont pas signer une transaction chelou. C'est un wallet qui ne va pas utiliser un smart contract de farmer un peu bizarre et donner des approvals un peu bizarres.
c'est des wallets qui ne servent qu'à une seule chose, signer sur le safe. Et le safe, lui, va faire des actions. Et vous pouvez avoir des wallets un petit peu plus fifou, où il y a un petit peu de gaz qui sont là que pour exécuter des transactions, par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont disponibles. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un safe, c'est une boîte à outils qui est évolutive, qui est modulaire, où vous avez plein d'options différentes. On n'a pas tout vu dans ce tuto-là parce qu'on ne va pas faire 2 heures sur le sujet, mais vous avez plein d'options différentes qui sont à votre disposition, comme notamment, par exemple, mettre certaines adresses n'ont droit de dépenser que certains montants, ou pendant un certain laps de temps, où on peut faire seulement une transaction par jour, où on peut faire, par exemple, que $200 par jour ou $2000 par jour. Ce qui fait que, par exemple, si on débarque chez vous et qu'on vous met un flingue sur la tête, eh ben, la personne, elle ne va pas rester chez vous pendant 15 jours. Donc, la personne, si on vous menace de violence, vous allez faire le maximum des transactions que le smart contract vous autorise, c'est-à-dire $2000, et le reste de votre argent, si vous avez plus d'argent que ça, eh ben, elle ne sera pas disponible. Donc, ça vous permet de vous protéger, même dans le pire des cas, où vous êtes obligé de signer, eh ben, vous serez limité dans vos limites de dépenses. Et si vous avez un système où il y a un petit peu une protection sur qui a le droit de dépenser quoi, c'est quand même plus intéressant de mettre ça en place. Mais ça, c'est des choses beaucoup plus avancées. Déjà, rien que commencer avec un MetaMask et un Safe, vous êtes sur la bonne voie. Et vous pourrez, comme on l'a vu ensemble, passer du MetaMask au Rabi, passer du Hot Wallet, un seul signataire à au moins 2 signataires, voire 3, et ensuite faire tourner ces clés vers des signataires qui ne sont pas forcément des hot wallets, mais aussi des ledgers, mais aussi des cold wallets, mais aussi des ledgers qui ne sont pas forcément accessibles physiquement pour vous. Et ça va permettre de contribuer à votre sécurité et de contribuer à faire en sorte que vous ayez le contrôle sur votre patrimoine. Voilà, j'ai beaucoup parlé, ça fait longtemps que je parle, et comme je ne vois pas l'écran, comme je suis en train de vous partager le truc. Mais t'es captivé, Marc. Je ne vois pas le chat, donc le chat était captivé également. Alors, il y a quelques remontées. Bon, des fois, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'était quand même assez vulgarisé pour que la majorité des gens comprennent, de ce que j'ai bien vu. Et voilà. Certains qui disent une transaction de $2000, tu vides intégralement le wallet. Je vous souhaite que ce ne soit pas votre cas pour toujours. Moi, j'ai commencé dans la crypto avec moins de $2000. Maintenant, j'ai un peu plus que $2000. Donc, je vous souhaite que ce que vous avez dans votre wallet aujourd'hui, ça vaille un peu plus que ce que ça vaut aujourd'hui. Et on vous souhaite tout le succès possible. Et en fait, avec le succès, vient aussi les bonnes pratiques. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous avez un petit portfolio maintenant que vous êtes obligé d'avoir de mauvaises pratiques aujourd'hui. Ouais, clairement, hein, parce que ça, en plus, quand on a des protocoles, on a des tokens lockés ou des choses comme ça, quand on a pris des mauvaises habitudes au début, on est obligé de se coltiner ces wallets mal sécurisés avec des tokens lockés dessus, etc. Et donc, on se les traîne un peu comme des boulets. Donc, plus vite on prend des bonnes pratiques. Et surtout, moi, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. Pendant très longtemps, j'avais un hot wallet MetaMask qui était lié à un ENS, hyper public, etc. Après, je suis passé à un hot wallet Ledger qui a été très connu aussi, hyper public. Et c'est que cette année où je suis passé full safe, hein, où j'ai vraiment tout migré, augmenté ma sécurité, fait cette rotation de clés. Mais pendant très longtemps, malgré tout ce que je sais et toutes les bonnes pratiques et le fait que j'essaye de partager un petit peu les bonnes choses, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Pendant longtemps, je trouve que ma sécurité était insuffisante. Et maintenant, je suis plutôt contente d'avoir fait l'année dernière surtout le pas de migrer mes plus grosses positions sur des choses qui sont bien sécurisées, qui font qu'aujourd'hui, voilà, il peut m'arriver malheur, mais au moins les choses sont bien gérées. Fino qui demande si la société Ledger ferme. Comme on l'a dit pendant le tuto, hein, Ledger fonctionnera toujours. Hein. Ta clé Ledger, si elle fonctionne, elle sera compatible. La blockchain Ethereum, si la blockchain Ethereum et les Layer 2 existent encore là où tu as tes fonds, tu auras encore ton Ledger. Bien sûr, ça, c'est un tuto de l'écosystème Ethereum. Sur Solana, ça ne marchera pas, le safe.
sur des blockchains qui n'utilisent pas la même technologie. Sur Bitcoin, ça ne marchera pas. C'est d'autres technologies là-bas. Niveau succession, c'est un enfer. Non, si c'est bien organisé. Mais il faut prendre vos dispositions et ne pas vous considérer immortel. Voilà. Donc, tu fais une chasse au trésor avec 5 clés. Non, mais c'est... Moi, clairement, avoir une clé qui n'est pas physiquement chez vous et qui n'est pas accessible par vous, mais qui est accessible dans le cadre d'une succession, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. On peut avoir des systèmes comme ça où il y a des clés qui sont au fond d'un coffre-fort ou dans des lieux que vous considérez sécurisés et vous laissez des instructions de succession pour accéder à ces trucs-là. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de donner votre ledger et votre code à des proches si vous ne leur faites pas confiance sur le court terme, mais vous pouvez leur donner une autre option qui donnera aussi accès à vos fonds, mais dans un autre cadre et régi sous certaines conditions. Et d'ailleurs, à ce compte-là, il y a le safe qui est un outil en lui-même, mais pour le safe, il y a aussi des outils qui sont dédiés pour safe. Par exemple, il y a des outils comme par exemple Sarcophagus, où en gros, si on disparaît du jour au lendemain, eh bien, on peut avoir des mécanismes en place pour que d'autres utilisateurs récupèrent le safe à notre place. En gros, il me semble que Sarcophagus, on met en place l'outil et si on est inactif pendant un certain nombre de mois, eh bien, il y a des adresses qui sont rajoutées et qui permettent de prendre le contrôle du safe. Ouais, ça aussi, ça c'est une option un peu plus avancée. Je voulais pas le mettre dans le tuto là. C'est vrai que c'est déjà assez long. C'est vrai. Mais si vous avez un patrimoine, c'est des options à explorer. Moi, je trouve que l'écosystème évolue beaucoup. C'est des choses dont on parle assez peu, mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'outils, que ces outils sont de plus en plus accessibles et relativement faciles à utiliser. Et ça devient de plus en plus agréable à utiliser. Safe, ils vont lancer une nouvelle version. Alors, les Safe que vous avez actuellement seront compatibles avec cette nouvelle version. C'est vraiment de l'applicatif. Mais ils essayent vraiment de créer un peu cet Apple Store, entre guillemets, sécurisé, où on a de plus en plus d'applications, de plus en plus de choses. Il y a les gens qui demandent dans le chat, il y a toutes les dApps sur Safe? La réponse est non. Il y a toutes les dApps importantes sur Safe. Donc, vous allez retrouver AV, vous allez retrouver Curve, vous allez retrouver OneInch, Paraswap, etc. Par contre, si vous avez une app qui n'est pas présente sur Safe, vous importez votre Safe dans Rabi et ça marche très bien. Et ça, je pense que je vous l'ai montré, mais si je vous l'ai montré un peu vite, vous pouvez aller explorer. Rabi, ça importe les Safes hyper bien et du coup, vous pouvez vous connecter n'importe où avec votre Rabi qui est lié à votre Safe, déclencher une transaction, signer la transaction et tout faire directement depuis le Rabi ou alors signer une première fois sur Rabi et après prendre le relais directement dans l'interface Safe. Donc, ça, c'est pas un problème non plus. Vous pouvez faire en sorte de faire ce genre de choses. Exactement. Il suffit d'une transaction pour annuler tous les paramètres de protection d'un safe. La réponse est oui, mais la clé signataire de cette transaction, vous pouvez définir qu'elle soit spéciale. Et donc là, très clairement, les gens qui font ça, généralement, ils prennent un ledger, ils mettent les limites de protection. Ce ledger-là, qui est un peu le super ledger, il ne reste pas physiquement à l'endroit où vous êtes, et à votre bureau, chez vous, etc. Il va dans un endroit qui est sécurisé et qui est difficile d'accès et où vous ne pourrez pas accéder même avec un flingue sur la tempe. Et c'est ce ledger-là qui a ces super clés. Et le ledger que vous avez chez vous, c'est le ledger qui est un petit peu moins, qui a moins d'accès et qui peut faire que les limites de dépenses un peu plus faibles. Ça, c'est généralement les mécanismes de sécurité qui seront mis en place dans ce genre de choses. Donc, vous pouvez avoir cette granularité. Tu peux régler vraiment des niveaux de sécurité à beaucoup de strates différentes et c'est super évolutif, quoi. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est de commencer avec un safe pas terrible qui est lié à un hot wallet MetaMask et le faire évoluer au fur et à mesure du tuto. Et à la fin, on avait quand même un safe avec 2 ledgers différents. Et on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Yep, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Ça fait 1h50 et c'était dense et je pense qu'il y aura pas mal de replays à la fois sur Twitch et du côté de YouTube. Ça fait aussi partie du genre de tuto que vous retrouverez dans les semaines qui viennent, voire les mois, puisque ça va s'étaler dans le temps sur l'Oracle.
qui a déjà commencé par une newsletter gratuite et petit à petit, on va vous fournir pas mal de tutos et pas mal de contenu éducatif. Donc, restez à l'écoute, restez alerte. Et la dernière fois, on avait fait un petit sondage du côté de Twitter. Vous avez l'air très demandeur d'un point de vue communautaire de tout le contenu DeFi élargi du débutant à l'avancée, et ça tombe bien puisque on a des experts dans le domaine et qu'on n'est pas avare sur justement ce genre de tutoriel qu'on pourra reproduire sur justement peut-être comment en faire la toute première transaction comme tu l'as montré tout à l'heure sur AAV, comment en faire un emprunt, pourquoi le collatéral, revoir tous les basiques et essayer de faire en sorte que l'intégralité de l'auditoire progresse du niveau débutant vers le niveau expert. Et ensuite, c'est vous qui irez expliquer au monde entier comment on fait un Gnosis Safe et vous en serez très fiers. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. C'était top. Et donc, vous aurez le replay demain en plus de Twitch sur YouTube. Et que dire de plus? Je pense qu'on est bon. Je ne sais pas si vous aviez un petit mot de la fin, messieurs. Bah non, c'est franchement quel plaisir de vous retrouver. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live ensemble. Et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec la communauté. Ouais, c'était, comme dirait l'autre, c'était vraiment très intéressant. Merci à tous d'avoir été là. Merci Marc, Manu, Stengarl. Il y avait Blue aussi qui est parti en cours de route et je crois que c'était tout au niveau des intervenants. On vous souhaite une très bonne soirée. On espère bien entendu que le BTC qui est au moment où on clôture cette émission à 66 000 $ va réussir enfin à se réaliser après 7 mois de consolidation. Et dans tous les cas... J'ai oublié un truc, CM, désolé. Ouais. J'ai oublié un truc. Ce mois-ci, et donc jusqu'à mi-novembre, donc ouais, c'est ça, jusqu'à mi-novembre, pour inciter les gens à augmenter leur sécurité et à quitter les hot wallets, on s'associe avec Safe et AV. Et donc, si vous utilisez un Safe sur AV, vous avez un bonus sur mérite. Donc, si vous stakez du Go, vous allez avoir plus de récompenses. Donc, on booste vos récompenses là-dessus. Et en plus, vous avez un bonus de points Safe. Donc, vous gagnez des points en utilisant Safe si vous utilisez AV ce mois-ci. Donc, voilà, c'est un partenariat des deux côtés. Et c'est pour vous inciter à augmenter votre sécurité. Nice. Merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite une bonne soirée et vous avez le replay qui est activé immédiatement ici sur Twitch. Et du côté de YouTube, demain, et on verra si on le coupe en deux pour faire le tuto à part, justement, ça sera peut-être plutôt pas mal. Bonne soirée et à plus. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde.